Chers collègues, je propose qu'on commence, parce qu'on n'a qu'une heure. Notre commission a décidé de se saisir pour avis de l'article 1er du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et du rapport annexé à cet article 1er. Nous avons nommé rapporteur Mme Perrine Goulet. Le texte sera examiné au fond par la commission des lois à compter de demain matin. Sur les amendements déposés en commission, 17 amendements ont été jugés irrecevables, 16 parce qu'ils étaient en dehors du champ de la saisine pour avis, 1 car ils méconnaissaient les exigences de la LOLF. Madame la rapporteure par avis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La Commission des finances, s'est saisie pour avis de l'article 1er du projet de loi d'orientation et de programmation de la justice pour les années 2023 à 2027, ainsi que de son rapport annexé. Cet article définit en premier lieu la trajectoire budgétaire de la mission justice à l'exclusion du compte d'affectation spéciale pension. Les crédits de cette mission, qui s'élevaient à 8,7 milliards d'euros en 2022, devraient ainsi progresser de 21% et atteindraient 10,7 milliards d'euros en 2027. En cumulé, ce sont 7,5 milliards d'euros supplémentaires qui seront alloués au service public de la justice par rapport à 2022. Cette progression, comme l'a rappelé le garde des Sceaux la semaine dernière devant la commission des lois, est inédite. Entre 2007 et 2012, il n'y avait eu que 2 milliards d'euros supplémentaires alloués au ministère de la Justice. Idem entre 2012 et 2017. Ce projet de loi s'inscrit par ailleurs dans la continuation de la précédente période de programmation qui, quoique sous-exécutée à ses débuts, a fait l'objet d'un important rattrapage en fin de période. Les crédits de la mission justice ont ainsi progressé de 8% en 2021, en 2022 et en 2023. L'essentiel de la hausse du budget du ministère devrait être réalisé en début de programmation. La dotation de la mission justice augmentera ainsi de 500 millions d'euros en 2024, puis 600 millions en 2026, avant d'amorcer une stagnation. Selon le Haut Conseil des finances publiques, cette trajectoire s'explique à double titre. D'une part, par les recrutements du ministère qui devraient être concentrés en début de période. En effet, le rythme des créations d'emplois s'élèverait ainsi à 1 900 en moyenne en 2024 et 2025, contre 1 600 en 2026-2027. Par ailleurs, la majorité des investissements immobiliers et numériques du ministère ont été lancés entre les années 2018 et 2022 et devraient atteindre un pic en 2025. En second lieu, l'article 1er du projet de loi définit à grands traits le schéma d'emploi prévisionnel de la mission justice. Le texte initial déposé par le gouvernement prévoit la création de 10 000 emplois, dont 1 500 de magistrats et 1 500 emplois de greffiers. Ces objectifs de recrutement sont particulièrement ambitieux car ils représentent environ 10% des effectifs actuels du ministère. Au Sénat, à l'initiative des rapporteurs, ce schéma d'emploi a été modifié. En tout état de cause, je vous proposerai un amendement pour revenir à la version initiale. La programmation que nous examinons aujourd'hui appelle, selon moi, plusieurs commentaires. Les besoins financiers du ministère ont été définis à partir des constats et recommandations formulés par le Comité des États généraux de la justice. J'espère que nous tomberons ensemble d'accord pour considérer que les moyens supplémentaires que le gouvernement entend allouer au service public de la justice sont d'une part nécessaires, mais aussi à la hauteur des enjeux. Les crédits qui seront alloués au ministère serviront à financer les orientations stratégiques détaillées dans le rapport annexé. Sans prétendre à l'exhaustivité de ces priorités, elles visent avant tout à réduire les délais de jugement, renforcer l'attractivité des métiers du ministère, qu'il soit côté justice ou côté pénitentiaire, et accélérer sa transformation numérique et offrir des conditions dignes de détention. À l'initiative du gouvernement, le rapport annexé a également été enrichi d'une partie portant sur l'institutionnalisation des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux. Je partage bien entendu ces ambitions et je vous proposerai toutefois d'en préciser certaines d'entre elles par voie d'amendement, notamment afin d'assurer une protection plus efficace des intérêts des enfants. 2 risques principaux d'exécution peuvent toutefois être identifiés. Le premier d'entre eux, également souligné par la HCFP, porte sur les difficultés de recrutement que rencontre l'ensemble de la fonction publique et plus particulièrement le ministère de la Justice. Le déficit d'attractivité des métiers de la justice pourrait ainsi conduire à une sous-exécution du schéma d'emploi, ce qui remettrait en cause l'atteinte des objectifs détaillés dans le rapport annexé. Pour autant, de nombreuses mesures sont prises pour pallier à ces difficultés, peuvent notamment être citées la revalorisation de la rémunération des magistrats et des greffiers ou encore la requalification des personnels de surveillance pénitentiaire en catégorie B. Deuxièmement, le contexte inflationniste pourrait conduire à des surconsommations de crédits s'agissant des dépenses immobilières de la mission. Il nous faudra donc être attentifs aux effets produits par la hausse des prix. Par ailleurs, je regrette que les dispositions de l'article 1er ne soient pas suffisamment précises.
J'estime que la programmation du ministère devrait être ventilée en fonction des différents programmes de la mission, afin que nous puissions nous prononcer sur la répartition des moyens qui lui seront alloués. De la même manière, en dehors des recrutements des magistrats et des greffiers et de CPIP, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la répartition des 10 000 emplois qui seront créés dans ces 5 ans. La rédaction initiale du projet de loi avait pour objectif d'offrir au ministère de la flexibilité pour ajuster l'allocation des moyens au plus près des besoins. Je pense néanmoins qu'à l'instar de ce qui avait été retenu dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022, des précisions auraient pu, à minima, être apportées dans le rapport annexé. Je ne désespère pas d'avoir ces précisions pour la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tous les cas, pour ma part, je vous propose d'adopter cet article 1er et d'approuver le rapport annexé avec les éventuels amendements que nous pourrons adopter. Je vous remercie. Bien, merci Madame la rapporteure. Comme on n'a qu'une heure, je ne vais pas pousser les prises de parole qui ne le souhaitent pas, mais bien évidemment, elle est ouverte. Est-ce que Renaissance veut prendre la parole? Non, mais je prends dans l'ordre. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Cette loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, couplée d'un volet organique examiné en commission des lois, matérialise l'engagement fort du Président de la République pour rendre la justice plus proche des citoyens, plus accessible et plus efficace, permettant ainsi de tourner définitivement la page du délabrement de la justice. C'est un mot qui a été prononcé déjà. Ces lois résultent donc d'une démarche remarquable de concertation très large, celle des États généraux de la justice. L'article 1er que nous examinons pour avis propose d'entériner une hausse inédite des crédits alloués à la mission justice qui atteindront près de 11 milliards d'euros en 2027. En cumul sur le quinquennat, les crédits augmenteront de près de 7,5 milliards d'euros. Concrètement, ces crédits massifs poursuivent 4 objectifs. Tout d'abord, le recrutement, ça a été dit, 10 000 personnels supplémentaires, 1 500 magistrats, autant de greffiers. Le second, la rénovation, l'entretien et la construction de l'immobilier judiciaire et pénitentiaire, et donc notamment la construction de places supplémentaires de prison. Le troisième est la conduite de la modernisation des outils numériques du ministère. Et enfin, annoncé par le garde des Sceaux à l'ENAP d'Agen dans ma circonscription, cela permettra une revalorisation des salaires et des carrières des agents du ministère. Ces objectifs permettront à terme de répondre aux demandes exprimées lors des États généraux de la justice, j'insiste, et par nos concitoyens dans chacune de nos circonscriptions. C'est pour cette raison que les députés du groupe Renaissance voteront en faveur de ce texte et appellent à la responsabilité des autres groupes pour en faire de même. Je vous remercie. Merci Michel Lozadam. Pour la France insoumise, Hugo Benalicis, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt à souscrire à une partie de l'argumentation de Madame la rapporteure en la matière, mais la conclusion, je trouve qu'elle est un peu problématique, parce que vous dites vous-même que nous n'avons absolument aucun détail. On nous a donné 7,5 milliards, c'est vrai que ça tombe rond au demi-près. C'est très intéressant, ça fait des gros chiffres, mais bon, pourquoi faire, dans quelle mesure, sur quel programme J'imagine qu'à la Commission des finances, on s'intéresse davantage qu'à la Commission des lois à ça, même si j'ai interpellé le ministre en audition pas plus tard que la semaine dernière, et n'ayant aucune espèce de réponse. Pour m'être battu plus que ardemment en Commission des lois pour avoir le détail similaire à celui que vous réclamez pour la LOPMI, j'imagine que tant que vous n'avez pas le détail, vous ne voterez pas une telle programmation budgétaire, parce que quand même, c'est pas sérieux. Et vous êtes évidemment les représentants du sérieux dans notre auguste assemblée, évidemment comme vous le prônez très régulièrement. Donc je vous invite à en tirer les conséquences et les conclusions, sachant qu'en plus, ça devrait un peu vous interpeller, le fait que quand même l'essentiel de cette programmation devrait servir à construire des nouvelles places de prison. J'y suis opposé, nous y sommes opposés avec mon groupe. Néanmoins, vous qui y êtes favorable, vous devriez au moins demander un peu le détail, savoir ce qu'il y a là-dedans. Ce serait intéressant. Ce serait extrêmement intéressant parce que effectivement, que ce soit le tableau budgétaire qui est juste un tableau avec des chiffres, une seule ligne quand même, ne sont pas foulés, plus l'annexe qui dit des choses extrêmement vagues, moi j'appelle à voter contre cet article 1er pour peut-être espérer avoir de la part du ministre et du gouvernement des chiffres avant qu'on ne vote en première lecture à l'Assemblée. Il faut croire que peut-être les sénateurs n'avaient pas besoin de tels éléments pour voter, ce qui est quand même assez étrange de leur part aussi. Mais enfin, on n'est pas à une nouveauté près en la matière. Toujours est-il qu'il faudrait en réalité davantage de crédits
pour atteindre des objectifs qui soient ceux d'être au niveau de la moyenne européenne, ce qui n'est pas un truc dingue, mais juste la norme. Et là, on est encore loin du compte quand vous regardez le détail des crédits. Merci. En tout cas, quand vous les connaissez. Merci, Monsieur Gouvernement. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors effectivement, lorsque l'on regarde l'intitulé du projet de loi, orientation et programmation du ministère de la Justice, première remarque que l'on peut faire, de toute évidence, il ne s'agit pas d'un texte budgétaire. Effectivement, quand on regarde plus précisément l'article 1, on s'aperçoit qu'il est pour le moins lacunaire. C'est-à-dire qu'on a quelques précisions. D'abord, elle ne porte que sur des crédits de paiement. Nous n'avons pas les autorisations d'engagement. Et en réalité, si l'on veut mesurer à un moment donné une politique ministérielle, il faut bien travailler sur les deux, d'autant plus quand on raisonne en termes d'investissement immobilier. Donc, première chose, je constate que cet article premier, en réalité, c'est un article de communication gouvernementale, mais pas un article de fonds budgétaire. Ensuite, lorsqu'on le regarde plus précisément, qu'est-ce que l'on constate? On s'aperçoit que l'on peut douter de ce qui est indiqué, y compris d'un point de vue quantitatif. Il suffit pour cela de prendre connaissance de la dernière note de la contrôleur budgétaire ministérielle. Et vous verrez que celle-ci formule un certain nombre d'alertes en disant que, en réalité, il y a des augmentations budgétaires qui sont liées à l'inflation, qui sont liées à l'augmentation d'un certain nombre de coûts en termes d'investissement à venir. Et donc, là aussi, on peut très largement douter, y compris quand on voit une augmentation en termes de millions, à quoi cela va véritablement correspondre. Et surtout, on peut douter de la capacité à avoir pris en considération les coûts supplémentaires qui vont inévitablement arriver. Encore une fois, c'est une note de la CBCM qui l'indique. Il y a là une alerte très forte. Donc, je vais même jusqu'à dire que l'on peut douter de la sincérité d'un tableau tel que celui-ci. Donc je suis pour ma part extrêmement réservé. De toute évidence, c'est un texte qui concerne la commission des lois, mais en commission des finances, ça n'est pas sérieux et nous devrions, par voie de conséquence, rejeter ce premier article. Merci. Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure pour avis, chers collègues. Avec les États généraux de la justice lancés chez moi dans la Vienne, à Poitiers, en octobre 2021, des constats clairs ont été posés. Une justice complexe, lente, parfois illisible. Le texte dont nous sommes saisis aujourd'hui, pour avis, doit permettre de répondre aux préoccupations des 73% de Français qui pensaient en 2022 que la justice fonctionnait mal. L'article 1er fixe une trajectoire à la hauteur de cette ambition. Progression des crédits de 21,3% à horizon 2027, qui portera les efforts de la majorité en 10 ans à une augmentation de 60% du budget de la justice. C'est un effort historique contre la surpopulation carcérale, pour la diminution des délais de traitement des affaires, en particulier en matière pénale, ou encore pour une meilleure justice et une meilleure réinsertion des personnes placées sous main de justice. Évidemment, notre système judiciaire ne serait rien sans les professionnels qui le font vivre au quotidien. Leur nombre sera ainsi augmenté progressivement d'ici 2027 dans toutes les professions, notamment 1500 magistrats, 1800 greffiers et 600 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires, soit au total 10 000 personnes, ça a été rappelé. Le ministre n'est pas là, mais nous lui redirons en séance, nous souhaiterions simplement une meilleure ventilation et lisibilité des différentes lignes budgétaires. Enfin, je veux remercier la rapporteure pour avis qui, en toute cohérence avec son engagement sans faille pour les droits des enfants, a eu tellement mis l'accent sur la présence de l'avocat auprès de l'enfant en assistance éducative. Le groupe démocrate est bien évidemment en faveur de ce texte, de son article 1er et du rapport annexé. Merci Pascal Lecamp. Pour le groupe socialiste, Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la rapporteure, vous l'avez dit, sur la période de programmation jusqu'à 2027, les crédits progressent de 21% à comparer aux 32% sur la précédente période de programmation.
Bien sûr, nous resterons vigilants sur la mise en œuvre de ces crédits parce que nous ne connaissons que trop la propension bien documentée du gouvernement à ouvrir beaucoup de crédits, à se féliciter de sa générosité, puis à ne pas les dépenser, les annuler, les reporter et se féliciter de sa bonne gestion. Surtout, le gouvernement prévoit la création de 10 000 emplois, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre indéterminé d'assistants du magistrat, de personnel pour la justice de proximité, de personnel pénitentiaire, de conseillers de probation et d'insertion. Nous saluons ces créations de postes, en rappelant toutefois que nous les réclamons depuis un certain temps déjà. Mais nous avons quelques craintes. Sans revalorisation et sans attractivité des métiers, vous pouvez bien ouvrir des centaines de milliers de postes, ça n'engage pas à grand-chose. Nous saluons également l'institutionnalisation des pôles de lutte contre les violences intrafamiliales que nous portions également de longue date. Enfin et surtout, si cet article 1 est alléchant, nous ne sommes pas dupes. Cet article est l'appât de la partie de pêche, et ce, quel que soit le leur. Je vous laisse choisir, appât, vif ou autre. Mais nous n'ignorons pas que ce que contient le reste du texte sur les perquisitions de nuit ou sur l'activation à distance des appareils électroniques à des fins de surveillance, par exemple. Sur ces sujets, Madame la rapporteure, nous resterons extrêmement vigilants. Je vous remercie. Merci. Lise Magnier pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président et merci Madame la rapporteure pour vos propos. Ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, et singulièrement son article 1er, prévoit un renforcement sans précédent des moyens financiers du ministère. Le budget de la justice s'établira à 10,8 milliards d'euros d'ici 4 ans, soit une hausse de plus de 20% sur le quinquennat, augmentation substantielle qui s'ajoute aux plus de 30% d'augmentation du budget déjà enregistré sous la précédente mandature. Pour mémoire, le budget de la justice pour 2023 a atteint 9,6 milliards d'euros grâce à 3 hausses successives de 8% sur les années 21, 22, 23. Je crois que ces chiffres témoignent de l'investissement massif que nous engageons pour notre justice, qui a malheureusement été le parent pauvre des politiques publiques durant trop d'années. Il y a un retard colossal à compenser et cela prendra du temps, mais nous nous donnons ici les moyens d'y parvenir. L'augmentation des crédits alloués à notre justice permettra ainsi de renforcer notamment les moyens humains dont nous manquons cruellement dans nos tribunaux, avec la création de près de 10 000 emplois, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, ainsi que de nouveaux attachés de justice. En 5 ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les 20 dernières années, et je crois que c'est à souligner. Je n'oublie pas les surveillants pénitentiaires adjoints qui seront également recrutés, alors que l'activité souffre d'un cruel déficit d'attractivité. Et les crédits supplémentaires permettront également de financer la création de 15 000 nouvelles places de prison. Chers collègues, toutes ces mesures vont évidemment dans le bon sens et seront attendues par nos concitoyens. Et c'est pour cela que les députés du groupe Horizon et Apparentés soutiendront ce projet de loi. Je vous remercie. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, le constat formulé lors des États généraux de la justice montre bien que l'institution judiciaire est au bord de la rupture. En introduction du rapport Sauvé, il était noté que l'institution judiciaire se porte mal. Tous les professionnels qui concourent à son fonctionnement quotidien font part de leur profond malaise. De leur côté, les justiciables ne lui accordent qu'un crédit limité. L'institution paraît grippée. Pour beaucoup, elle serait en lambeaux. Cela montre bien le lourd défi à relever politiquement du fait des décennies de politiques publiques défaillantes, pour reprendre les propos du comité des États généraux de la justice. Face à cette situation de crise, la tribune de 3 000 magistrats, greffiers, auditeurs de justice dénonçait en novembre 2021 l'approche gestionnaire de la justice et souligner la discordance entre la volonté de rendre une justice de qualité et la réalité du quotidien. Le 14 février, j'avais moi-même interpellé le garde des Sceaux au sujet de la situation très dégradée du tribunal judiciaire de Toulouse, tant au plan des effectifs que des moyens, par le canal d'une question écrite, sans réponse à ce jour. Et je vous dis ce que j'ai indiqué, qui m'a été rapporté par les magistrats, par les greffiers. Face à cette réalité, le tribunal est désormais contraint de prioriser les contentieux, d'appliquer un traitement différencié entre justiciables, d'abandonner certaines de ses missions et de reporter des audiences faute de magistrats. La paralysie contrainte de certains services et les délais de traitement des dossiers confinent au déni de justice, en tant qu'ils sont incompatibles avec les principes du droit au procès équitable et de l'accès aux juges tel que défini par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le texte qui nous est présenté prévoit un renforcement des moyens de la justice, toutefois largement en dessous de la moyenne européenne, avec un effet de rattrapage inabouti de nombreuses années de sous-budgétisation.
L'article 1er prévoit les créations nettes d'emplois de justice fixées à 9 395 ETP d'ici 2027, 1 500 magistrats, 1 800 greffiers supplémentaires et 600 conseillers de probation et d'insertion supplémentaires. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire de sanctuariser l'augmentation des moyens des programmes 166 justice judiciaire, protection judiciaire de la jeunesse, qui nécessite des moyens humains et pas uniquement le programme administration financière par la seule création de places en détention et protection des murs de prison. En matière de justice, ce qui compte, c'est la prévention. Merci. Monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot, et je redonnerai la parole après à monsieur Jocelyn de Signy qui arrive après. Oui, je voulais dire que nous, notre groupe, votera en faveur de ce texte. Tant notre rapporteur pour avis que d'autres collègues sont intervenus sur cette affaire, puisque les moyens que dote l'État français à sa justice, grosso modo, par habitant, c'est la moitié de ce que font toutes les grandes démocraties. D'ailleurs, on s'étonne qu'avec de tels moyens, on ne soit pas alors complètement effondré, quoi. Voilà. Pas totalement, ça fonctionne encore, mais avec des délais parfois de jugement très importants. Non, allez-y. Je n'ai pas interrompu, mes chers collègues. Voilà. Merci. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que nous voterons pour parce que ça va dans le bon sens. Alors certes, il y a beaucoup de réserves. Plusieurs collègues, y compris de la minorité présidentielle, l'ont évoqué. On a le problème des recrutements. Ce n'est pas le tout d'ouvrir des postes. Encore faut-il les pourvoir. L'École nationale de la magistrature a des capacités qui ne sont pas illimitées de formation. Alors on essaie de recruter des avocats, voilà, enfin bon, pour pallier, puisqu'il y a un problème de gestion du corps judiciaire. On a le problème des prisons, où on a toujours notre collègue Hetzel, d'ailleurs, nous avait fait un rapport là-dessus, sur les 15 000 places supplémentaires. On voit bien que, vu nos procédures, c'est toujours plus long qu'on ne croit. Et c'est vrai qu'on est en surpopulation pénale. Et certains magistrats nous disent, je mets en liberté, puisque 10%, je crois, des peines privatives de liberté ne sont pas exécutées. Il n'y a pas de place dans les prisons. Voilà. Donc, on ridiculise la magistrature. Enfin, c'est ce que nous disent les magistrats. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et ce que je note, c'est que les efforts sont faits, pour une fois, sur les premières années. Après, on revient à 50-60 millions d'augmentation du budget annuel. On en parlera tout à l'heure sur l'article 1er. Parce qu'en général, on fait exactement l'inverse. On commence petitement. Voilà. Voilà les différentes raisons pour lesquelles nous voterons en faveur de ce texte. Monsieur Jocelyn de Signy pour l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre justice aujourd'hui est malade et aujourd'hui, on a des criminels qui sont en liberté parce qu'on n'a pas les moyens de faire le travail convenablement. Hier, dans ma circonscription à Villers-Cotterêts, était en procès un homme qui a agressé violemment 2 personnes, un couple dont la femme s'est retrouvée avec le bras cassé. Ils les ont roués de coups à plusieurs. Un seul a été interpellé et il est passé, donc multirécidiviste, et il est passé en jugement hier. Il n'a écopé que de 8 mois de prison avec, enfin 14 mois dont 8 avec sursis qu'il va passer avec un bracelet électronique. Alors la question à se poser pour les peines encourues, est-ce qu'on veut des magistrats ou est-ce qu'on veut des bijoutiers? Parce que si c'est pour donner des bracelets à tout le monde, on n'a pas besoin de créer plus de places en prison à ce moment-là. On les laisse en liberté. Et là, en l'occurrence, c'est le couple qui a été obligé de déménager et qui a quitté son domicile, qui a déménagé à 25 km parce qu'ils avaient peur pour leur vie, ils avaient peur des représailles. Et aujourd'hui, ce sont les délinquants et les criminels qui agissent en toute impunité et qui reviennent sur le terrain parce que la justice n'est pas capable de faire son travail dans les bonnes conditions, parce qu'on manque de prisons, parce qu'on manque de magistrats. Alors là, avec votre texte, vous proposez la création de 1500 postes supplémentaires. C'est un chiffrage qui est trop imprécis. Et on a juste les crédits de paiement, on n'a pas les autorisations d'engagement. On ne connaît pas l'impact de l'inflation. Il faudrait que la Commission des finances en sache davantage sur ce point. Donc, nous voterons contre ce texte. Merci. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Oui, trois réactions rapides par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, c'est une loi de programmation du ministère de la Justice. En aucune manière, ça n'est la loi de finances, et donc elle ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail. Elle donne un cadre, elle donne une cible, elle donne des objectifs, elle donne beaucoup de liberté aux acteurs de la justice qui vont effectivement pouvoir
programmer les embauches, qui vont pouvoir programmer leurs investissements mobiliers. Ça sert à ça, mais évidemment, seule l'autorisation annuelle fait foi. Deuxième remarque, oui, je vous confirme que nous sommes la majorité du sérieux budgétaire. C'est vous qui l'avez dit, et nous maîtrisons notre trajectoire des dépenses publiques sur mais moi ce que je vous dis n'est pas ironique, sur le paie stable. Donc nous maîtrisons nos dépenses publiques, et ça ne nous empêche pas d'avoir au sein de cette maîtrise des priorités que nous assumons, et la justice est clairement une priorité, puisque nous augmentons les crédits entre 2017 et 2027 de l'ordre de 60%, et ce n'est pas une promesse sans acte, puisque nous avons déjà fait plus de la moitié du chemin. Et enfin, j'encourage nos collègues qui ne l'ont pas fait et qui sont venus les mains dans les poches dans cette commission à lire en détail les travaux qui ont été faits dans le cadre du printemps de l'évaluation, en particulier sur les places de prison. On a eu une discussion très détaillée avec le ministre sur l'avancement de ces 15 000 nouvelles places de prison. Merci. Perrine Goulet, pour terminer. Merci beaucoup. Alors juste, effectivement, j'ai posé toutes ces questions au ministère, et je vais vous faire part de leur retour, parce que je pense qu'il faut aussi pouvoir l'entendre. Pourquoi il n'y a pas plus de précision? Tout simplement parce qu'on est notamment pour la pénitentiaire, sur des programmations et donc de l'immobilier. Il peut y avoir un décalage, que ce soit l'immobilier ou également au niveau des recrutements, parce que si l'immobilier ne sort pas, on ne recrute pas à ce moment-là. Et donc, canaliser année par année risquerait de contraindre trop fortement, et donc d'être complètement en décalage avec une programmation qui serait trop stricte. Donc voilà pourquoi ils sont allés sur ce type de programmation. Toutefois, parce qu'effectivement, à la Commission des finances, on a besoin de connaître les choses. Il y a un amendement de Mme Untermaier qui demande un rapport d'exécution annuel. J'accéderai à cet amendement quand il arrivera, en demandant effectivement que ce rapport soit rendu au 30 avril de chaque année, c'est-à-dire juste avant notre printemps de l'évaluation, ce qui nous permettra, nous, Commission des finances, de pouvoir suivre l'avancée de cette loi de programmation. Merci. Je propose qu'on passe aux amendements. Pour information, si jamais on n'a pas fini à 15 h, la seule solution sera de se revoir à 17 h. Donc chacun est responsabilisé de cette manière-là. Et donc, évidemment, pas plus d'un pour, d'un contre, et pas plus de minutes par intervention. Amendement 29, Madame Torigna. Aussi, Monsieur Bernalicis. Oui, amendement de suppression, parce que quitte à avoir un truc absolument pas détaillé et qui n'engage à rien, autant ne pas le mettre. Ça laissera encore plus de liberté au ministre pour faire tout ce qu'il a envie de faire chaque année dans les projets annuels de performance, à ce rythme-là. Non, la réalité, c'est que le détail, on a réussi à l'obtenir sur la LOPMI par le ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas plus en difficulté pour projeter ou pour programmer. Et justement, avoir un détail permet de faire un suivi. Si il n'y a pas de détail, il n'y a pas de suivi. Mais effectivement, ça vous évitera d'être dans la situation de la précédente loi de programmation en 2018, où dès la première année, vous aviez décroché par rapport aux engagements qui avaient été pris. Dès la première année. Alors effectivement, dans ces conditions-là, c'est tout de suite un peu plus compliqué politiquement. Mais je pense qu'il est une exigence, pour savoir dans quelle direction on va, de savoir quelle est la ventilation. Est-ce que c'est au profit intégralement de l'administration pénitentiaire pour construire des places de prison? Est-ce qu'il y en a un petit peu pour les tribunaux ou pas? Dans quelle perspective? Est-ce qu'il y en a pour l'aide juridictionnelle, par exemple? C'est le ministère de la Justice. Rien n'est inscrit sur le sujet. On nous parle de vague revalorisation des UV. Quand, quoi, comment, on ne sait pas. Voilà. Donc j'imaginais avoir un petit peu plus de rigueur côté commission des finances. Perrine Goulet. Merci. Alors, Monsieur Bernalicis, pour cet amendement, vous demandez la suppression du rapport annexé. En fait, l'alinéa, c'est un rapport annexé. Or, vous indiquez justement que vous avez besoin d'éléments, de pouvoir suivre, de ventilation, d'axes et de direction. Or, si on supprime ce rapport annexé, on n'aura plus rien du tout. Donc, moi, ce que je propose, c'est de retirer, ou à défaut, ce sera un avis défavorable. Chut. Ouais, bon. On en est là, si on commence à échanger des bons mots, à mon avis, on n'aura pas fini. Monsieur De Signy, pour un contre. Monsieur De Signy. Allez-y, Monsieur De Signy. Pour l'amendement. Allez-y alors. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général disait tout à l'heure qu'il y en a qui sont venus les mains dans les poches. Visiblement, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui vient avec un texte qui n'est pas fini, qui est brouillon, qui est imprécis. Donc, on se demande vraiment qui vient les mains dans les poches ici. Est-ce qu'il y a un contre cette fois-ci? Non, je prends un pour, un contre. Donc, non. On passe au vote. Oui, Monsieur Lezana, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, je vais répéter ce qui a déjà été dit. Nous sommes dans une loi de programmation. Il y a un cadre qui est fixé budgétaire. Et sur la durée, il peut y avoir des ajustements quand même importants, ne serait-ce que sur l'immobilier, et on sait pourquoi. Par contre, quand même, il y a des choses qui sont affirmées de manière claire. L'embauche du nombre de magistrats, de greffiers pour mieux faire fonctionner la justice. Le recrutement qui est très élargi, en particulier des magistrats aussi, et qui ouvre des voies qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à maintenant. Donc il y a des pistes très importantes. Donc supprimer en plus vraiment le rapport annexé, là où il y a toutes ces précisions, me paraît contre-productif. Voilà, merci. Et je rappelle que ce n'est pas la commission des finances qui est sérieuse ou pas. On peut éventuellement penser ça du gouvernement, mais ne préjugeons pas de ce que dira la commission des finances. Voilà, chers collègues. On passe au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Amendement rejeté. On passe à une discussion commune. Amendement 3. Monsieur De Signy, c'est vous qui le défendez? Allez-y. Oui, toujours dans le même objectif de suppression des alinéas 2 et 5, parce que ce texte, encore une fois, manque de précision. Merci. Amendement 31. Qui le défend? Monsieur Bernalicis. Je vais les défendre, monsieur le Président, assez rapidement. Donc là, on a augmenté la ligne de crédit prévue par le ministère. On n'a rien enlevé, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, de toute façon, donc on n'a rien enlevé. On a fait que ajouter un montant pour augmenter, pour ce premier amendement, le budget du placement à l'extérieur, qui est une mesure à la fois d'aménagement de peine, mais aussi d'alternative à l'incarcération, qui a fait ses preuves en termes de prévention de la récidive. Il me semble que c'est un objectif qu'on doit pouvoir toutes et tous partager. Ce sont des dispositifs qui fonctionnent essentiellement sur la base d'associations, en fait, et de bénévoles et de salariés, mais qui ont besoin aussi de visibilité, de moyens pour remplir cette mission de service public, pour le compte à la fois de la justice, mais du pays tout entier. Et donc, on propose par cela d'augmenter le budget du placement à l'extérieur. Ça, c'est pour le 31. Vous voulez que j'enchaîne, Monsieur le Président? Oui, allez-y. Oui. Bon, très bien. Le 32, cette fois-ci, il s'agit toujours d'augmenter les lignes budgétaires pour le prix de journée attribué au placement à l'extérieur aussi. C'est une focale sur ce point précis sur lequel le ministère s'était pourtant engagé, et on veut s'assurer qu'il y ait la programmation budgétaire en face. Sur le 36, je vous refais rapidement le 36. Oui, c'est l'accès au droit à la justice, pardon. Puisque comme on n'a pas le détail, il y a le programme 100, accès au droit à la justice. Vous parlez tout à l'heure de l'aide juridictionnelle. Donc on a proposé d'augmenter cette fois-ci la ligne budgétaire pour financer une augmentation de l'aide juridictionnelle à double titre, à la fois pour les avocats, avoir une meilleure rémunération de leurs UV, leurs unités de valeur, et aussi également pour les justiciables, pour y avoir droit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le barème de l'AJ, pour avoir l'aide juridictionnelle à 100%, il faut gagner moins que le seuil de pauvreté. Si vous gagnez moins que le SMIC, vous n'avez pas l'aide juridictionnelle à 100%, vous n'avez qu'à 50%. Donc je pense qu'on doit être en capacité dans ce pays de relever les seuils. Sur le 35, on est aussi sur l'accès au droit et à la justice, cette fois-ci sur la protection judiciaire de la jeunesse, parce que la loi est particulièrement silencieuse sur le sujet, sauf à dire que l'on veut continuer la construction de centres éducatifs fermés qui pourtant n'ont pas fait leurs preuves et qui étaient déjà promis dans le précédent plan de programmation. Donc moi je pensais il y a 2 ans que la justice était réparée. J'avais entendu le ministre à la radio nous expliquer ça, puis finalement c'est pas complètement le cas. Et le CF 34, là cette fois-ci, ça devrait intéresser un peu tout le monde. Il y a une actualité en plus aujourd'hui sur le travail qui est fait par le parquet national financier en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. Vous savez toutes et tous, rapport après rapport successif, que c'est quand même un angle mort des moyens dont dispose à la fois le ministère de la Justice côté parquet national financier, mais aussi côté ministère de l'Intérieur. Ça, c'était dans la LOPMI. Finalement, il n'y a rien qui a progressé côté LOPMI. On espère peut-être que côté justice, le nombre de magistrats au parquet national financier soit celui qui était prévu
dans l'étude d'impact initiale au moment de sa mise en place, c'est-à-dire pas plus d'une douzaine d'affaires par magistrat, là où aujourd'hui on est plutôt à une quarantaine, alors que ce sont des affaires extrêmement complexes. Et si on est partisan de la lutte contre la corruption, alors il faut s'en donner les moyens, et c'est pas grand-chose d'un point de vue budgétaire parmi les 7,5 milliards, mais c'est bien de le situer. Et dernier amendement, là, cette fois-ci, c'est le chiffrage pour transférer purement et simplement la police judiciaire du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, de sorte à ce que la séparation des pouvoirs soit garantie et que les magistrats puissent avoir à leur disposition les enquêteurs dont ils ont besoin pour conduire les enquêtes et qu'ils ne soient pas soumis à des impératifs de la hiérarchie et du ministre côté ministère de l'Intérieur. Je rappelle que, en théorie, la politique pénale est conduite par le garde des Sceaux. Faudrait-il encore qu'il en ait les moyens? Merci. Perrine Goulet, j'ai noté que Mathieu Lefebvre s'inscrit. Merci. Alors, côté du premier amendement sur Monsieur Decini, c'était un amendement d'appel que vous aviez rédigé, puisqu'en fait, vous n'êtes pas forcément contre, puisque ces amendements, vous voulez les supprimer pour les remettre ailleurs dans un autre amendement. Donc, voilà, comme c'est un amendement d'appel, je pense avoir répondu. Concernant la série d'amendements défendus par Monsieur Bernalicis, le premier amendement que vous avez dû vous tromper dans l'exposé motif, vous n'en avez pas parlé, qui était sur les 13 000 magistrats en 5 ans, sachant qu'aujourd'hui on a 8 636 magistrats. Là, c'est plus que doubler le nombre de magistrats. Déjà, c'est pas forcément l'attendu pour avoir moi-même été sur place. C'est pas forcément un doublement, mais un peu plus, mais pas forcément un doublement. Et ensuite, honnêtement, l'École nationale de magistrature ne sera pas en capacité de former autant de magistrats en si peu de temps. Donc, ça sera bien entendu un avis défavorable. Concernant ensuite le placement à l'extérieur, à ce niveau-là, effectivement, vous proposez une enveloppe multipliée par 4. Les associations, là encore, je ne vois pas comment elles vont pouvoir assurer cette augmentation par 4, donc ce sera également un avis défavorable. Sur le prix de journée, non, sur l'accès au droit, c'est ça. Sur l'accès au droit, donc le budget de l'accès au droit et de la justice augmentera de 40,9 millions d'euros entre 2023 et 2025, comme c'est marqué dans le PAP de cette année, puisque vous pouvez aller voir, il y avait déjà la ventilation sur 2023-2025 pour les principaux programmes. Donc moi, quand je parle qu'il nous manque, c'est bien pour 2026-2027. Si vous allez voir dans les documents budgétaires, on a bien toutes les informations, au bémol près qu'il y en a, c'est avec le CAS pension, mais sinon on a bien ces informations, donc on aura bien une augmentation. Donc je pense que ce que vous proposez est couvert, donc ça sera également un avis défavorable. Pour la prise en charge des mineurs délinquants, contrairement à vous, moi, les centres éducatifs fermés, je pense qu'on en a besoin. Le milieu ouvert, bien entendu, mais il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et là, vous opposez un petit peu les uns aux autres. Donc, ce sera également un avis défavorable. Il m'en reste un sur le parquet national financier. Il faut savoir que les effectifs augmentent quand même continuellement. Doté de 10 magistrats en 2014, il compte dorénavant 19 magistrats et un 20e sera nommé en septembre. Par ailleurs, il faut bien se dire, vous parlez que de l'activité PNF sur les magistrats. Il y a également, pas que des magistrats, il y a 7 assistants spécialisés, un juriste assistant, un assistant de justice qui apportent également leur concours au dossier. Et à ces personnes s'ajoutent également 14 personnels de greffe. Donc on est bien dans un PNF qui monte en charge et c'est pour ça que je serai défavorable à votre amendement. Merci. Monsieur Lefebvre. Okay. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour souligner la contradiction dans laquelle se trouve à la fois le Rassemblement national et la France insoumise, qui manifestement appellent de leur vœu un renforcement des moyens en faveur de la justice et s'apprêtent à s'opposer à ce texte. On peut avoir des divergences sur les moyens qu'il faut renforcer, sur le rythme, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à ce texte alors même que vous en sollicitez la trajectoire budgétaire. Un mot également pour dire que la précédente loi de programmation de la justice a été respectée. C'est, je crois, un gage de confiance. Je peux vous redonner les chiffres, Monsieur Bernalicis. 38,3 milliards de crédits contre 38,4 en exécution. Il y a même un excédent de 100 millions d'euros. Vous pouvez contester les chiffres, la vérité, mais ça n'en fait pas moins une vérité. Et un mot également pour dire à nos collègues socialistes, que n'ont-ils fait entre 2012 et 2017 pour augmenter les moyens de la justice? Il est beaucoup trop facile de déplorer les conséquences dont vous chérissez les causes. Merci. Monsieur Bernalicis.
Oui, chers collègues, vous avez peut-être raté l'examen du rapport annuel de performance 2022 de la justice, qui pointait notamment, en termes d'équivalent temps plein travaillé, une sous-exécution de 1151 TPT. Mais ça vous a sans doute échappé dans votre rigueur et sérieux dont on vous connaît la spécialité. Pour revenir sur les amendements qui nous intéressent, la réalité, c'est que le nombre de magistrats de 13 000 est celui qui a été identifié par un des syndicats de magistrats comme étant la situation idéale. Dans l'idéal, vu le contentieux qu'on a, pour que chacun puisse faire son travail, c'est le chiffre qu'il nous faudrait avoir de magistrats supplémentaires. Je suis d'accord avec vous, le NM n'est pas en capacité d'accueillir 13 000 recrutements, là, à l'instant T, avec le projet du gouvernement. Mais les 1500 non plus. Et ça, vous n'êtes pas allé regarder et pas allé creuser. Non, parce que tout le reste du texte de loi et le projet organique, c'est les magistrats à titre temporaire, les magistrats honoraires, les voies de recrutement parallèles, et c'est pas des recrutements de magistrats par le biais de l'École nationale de la magistrature dans la formation de 31 mois d'auditeurs de justice telle qu'on la connaît. Et c'est bien dommage parce que j'aurais aimé qu'on ait une vraie programmation en tant que telle sur le sujet, mais là-dessus, le sujet est plutôt taiseux. Du reste, je vais exposer mes amendements. Merci. Alors juste, effectivement, je suis allée quand même poser cette question-là, Monsieur Bernalicis. D'habitude, on forme entre 180 et 230 magistrats par an. La volonté sur les prochaines années, je ne vous donnerai pas les chiffres parce que ça peut varier de quelques-uns, mais on est bien d'aller à minima sur ce plafond haut de 230, voire à aller à plus de 100 de plus. Et ça, on sait que ça tient. C'est-à-dire, on sait qu'on peut former jusqu'à 350 magistrats par an. C'est la butte est haute. Donc, on aura sur les 5 ans entre 230 et 350 par an. Et ça, c'est bien défini. Moi, j'ai le nombre par an prévu pour que ça soit absorbable par l'ENM. Donc, c'est pour ça que cette trajectoire de 1500, c'est bien la trajectoire minimale absorbable par l'ENM. Merci. On passe au vote. Qui est pour l'amendement 3 ? Qui est contre ? Rejeté. Qui est pour l'amendement 31 ? Qui est contre ? Rejeté. Je pense que c'est le même vote pour les suivants. OK. On passe au 62, discussion commune, Madame Goulet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, cet amendement vise à rétablir l'écriture initiale avant modification par les sénateurs, à savoir le plafond, enfin le plancher minima de 1500 magistrats, 1500 greffiers supplémentaires, avec effectivement les 605 équivalents temps plein recrutés au titre de la justice de proximité. Ce n'est pas forcément un objectif haut, mais un objectif plancher. Donc, on souhaite rester sur cet objectif plancher. Merci. Le 37, Charles de Courson. Oh, tout le monde sait que les lois de programmation sont limitées par le vote des lois de finances successives. Il faut quand même le rappeler. Bon, voilà. Et donc, c'est un amendement un peu symbolique, puisque je dis gentiment qu'il n'est pas rare que l'État n'atteigne pas les objectifs qu'il se fixe dans les lois de finances ou les lois de programmation. Cette précision rédactionnelle vise donc à s'assurer que l'objectif de recrutement sur un seuil plancher. Je voulais quand même rajouter que 1500 magistrats dans les recrutements sur les 5 ans qui viennent, ça fait 300 par an. Notre rapporteur pour avis disait que c'était limite, du point de vue des capacités de l'ENM à porter la formation à 300, parce qu'il n'y a pas que le problème de l'ENM. Comment ? Oui, mais là, c'est 1500... Parlez dans le micro, Charles, parce que j'assure que c'est 1500 recrutements. Hein, je lis... voilà. Donc, voilà le but de cet amendement, qui est un amendement gentillet. Madame la rapporteure, sur ces deux amendements. Bien entendu, je pense que Monsieur de Courson va un peu dans le même sens, puisqu'on est bien sur un plancher. Et donc, moi, je vous invite à accepter mon amendement, voire à retirer le vôtre, Monsieur de Courson. Pour vous faire plaisir, Madame la rapporteure, je vais me ranger à votre avis en disant que vous mettez dans votre amendement ce qui est à l'alinéa 53 du rapport annexé, si je puis me permettre. OK, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 62 ? Contre ? Adopté. On passe à l'amendement 11. Je suppose que c'est Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais le défendre au nom de Madame Untermaier. Elle vise avec cet amendement à créer un comité de suivi parlementaire avec des représentants de tous les groupes pour suivre la mise en œuvre de cette loi de programmation. Merci. Madame Perrin-Goulet. Merci, Madame Pires-Beaune.
Alors, même si l'idée paraît intéressante, bien entendu, j'y vois quelques inconvénients. Un comité de suivi sans intervention du législateur, ça me paraît un petit peu embêtant. Et puis, les autres lois de programmation que nous avons votées ces derniers mois ne prévoient pas de tel comité de suivi. Et le ministre aura bien entendu l'occasion d'informer le Parlement sur la mise en œuvre de ce projet de loi devant la commission des lois et également devant la commission des finances chaque année lors de l'examen du PLF. Donc je vous propose un retrait ou à défaut un avis défavorable. Monsieur Di Filippo. Oui, je ne suis pas trop favorable non plus à cet amendement, merci Président, parce que vous savez, en multipliant les structures, surtout pour ce qui relève du travail parlementaire, notamment du travail des commissions, que ce soit la nôtre ou celle des lois, on risque peut-être même justement de passer sous silence la bonne application ou non de cette loi de programmation. Je pense que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Dans la situation qui est la nôtre, la tendance doit être maintenant, et y compris dans notre travail à nous, à rationaliser au maximum l'ensemble des structures. On n'a plus le luxe, ni en termes de temps, ni de moyens, de démultiplier tout ça pour nous donner bonne conscience. Madame Pires-Beaune. Je ne le retire pas parce que ce n'est pas mon amendement, tout simplement. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 5, monsieur De Signy. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement propose de demander au gouvernement un rapport annuel concomitamment au dépôt du projet de loi des finances de l'année sur l'impact de l'inflation sur les crédits inscrits, donc suivant les préconisations du Haut Conseil des finances publiques. Madame la rapporteure. Alors effectivement, mais il faut qu'on soit attentif aux effets de l'inflation sur cette loi de programmation budgétaire. Nous avons les rapports annuels qui vont nous permettre de suivre, dans le cadre de notre commission des finances, l'évolution de cette loi de programmation. Donc pour moi, c'est redondant avec ce qui nous est fourni chaque année, notamment dans le RAP, et avec le travail que fera notre rapporteur spécial justice. Donc je vous propose un retrait. Monsieur Bernalicis. Ouais, j'attire l'attention des collègues quand même, parce que dans le tableau qui est fourni dans le projet de loi, entre 2025 et 2026, il y a une augmentation uniquement de 10 millions d'euros. On passe de 10 milliards 681 millions à 10 milliards 691. Juste 10 millions d'une année sur l'autre, alors qu'on a eu des 8%, 7%, etc. Donc j'espère pour votre plus grand sérieux, qu'il n'y aura pas d'inflation, pas d'augmentation du point d'indice, enfin voilà, pas de perturbation, parce que franchement, j'ai l'impression quand même qu'on a cherché à faire en sorte que ce soit tout pile 7,5 milliards avec ce qui avait déjà été engagé. On a bougé pour l'effet de communication qu'a rappelé le collègue Hetzel. Bien, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Monsieur De Signy, l'amendement 27. Cet amendement s'inscrit, merci Monsieur le Président, Cet amendement s'inscrit dans la continuité des recommandations du Haut Conseil des finances publiques. Au vu de cet éclairage, le Parlement aurait utilement à connaître ce que prévoit le gouvernement dans l'hypothèse d'un contexte économique inflationniste pérenne qui aurait une incidence forte et directe sur la présente loi de programmation et nécessitant d'importants crédits supplémentaires. Madame la rapporteure. Comme auparavant, on a largement dans le document budgétaire que l'on voit chaque année tous ces éléments-là. On serait donc redondant. Je vous propose un retrait ou à défaut un avis défavorable. Monsieur Di Filippo. Oui, puisqu'on évoque les chiffres de ce tableau, faire écho à ce que dit M. Bernalicis, c'est vrai que la trajectoire telle qu'elle est construite interroge. On voit bien qu'il y a des objectifs à court terme et des objectifs à moyen terme, mais beaucoup de marketing politique, c'est-à-dire que cette hausse de simplement 10 millions d'euros, elle ne tiendra pas, on le sait déjà, entre 25 et 26. Et ça veut dire qu'on voit une volonté d'afficher de très forts recrutements dans les premières années, mais aussi une volonté de rester dans les clous du déficit des 3% de Bruxelles d'ici à la fin du quinquennat. Et en tout cas, cette trajectoire telle qu'elle est là, je crois que tous, autant qu'on est commissaire des finances ici, on mesure son incohérence, l'impossibilité à la tenir, parce que c'est trop fort ou parce que ça sera trop peu. Et ça paraît quand même être marqué du sceau de la communication politique, manquer un peu de sérieux du point de vue judiciaire ou du point de vue financier. Monsieur de Courson. Oui, je l'ai signalé dans mon intervention en début de cette séance.
on a quand même quelque chose d'étrange dans la programmation budgétaire, puisqu'à partir de 2026, c'est plus 10 et 2027, plus 57. Je crois me souvenir que dans le projet de loi de programmation qui avait été rejeté, on espérait revenir à une inflation de 2,5%. Donc vous voyez, 2,5%, c'est 250 millions. Donc c'est un peu bizarre, c'est vrai. On fait des efforts considérables, 2023 plus 717, ça a été voté, plus 502 en 2024, plus 600 en 2025. Puis après on plonge plus 10, plus 57. Je l'ai signalé tout à l'heure dans mon intervention, c'est un peu étrange, mais peut-être que notre rapporteur a des explications. Madame la rapporteure. Alors, il faut savoir qu'une grosse partie des crédits de 2024-2025 sont basés sur le schéma immobilier et qui portera donc de gros investissements qu'on ne retrouvera pas dans les années suivantes. Par contre, je peux vous rassurer, pour avoir vu les chiffres, on aura bien les formations qui vont avec et l'augmentation des effectifs. Mais on va avoir effectivement un effet de levier où on aura une baisse de ce qui aura été mis sur les premières années qui vont être compensées. C'est pour ça qu'on a cet effet de rattrapage en 2026. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement de M. Decini? Qui est contre? Rejeté. On a maintenant un amendement avec un sous-amendement. L'amendement 10, Madame Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit de l'amendement évoqué, je pense, par Madame la rapporteure dans ses propos liminaires concernant donc une demande de rapport au gouvernement sur l'avancée de la mise en œuvre de cette loi de programmation. J'ai cru comprendre qu'elle y était favorable et je l'en remercie par avance. Le sous-amendement, Madame Perrine Goulet. Alors, juste pour que ce rapport soit efficace et qu'il tombe, à mon avis, en bon moment, je propose d'insérer le fait que ce soit au 30 avril, qui correspond à notre printemps de l'évaluation, et qui nous permettra donc d'avoir un réel suivi, parce que quand on met chaque année, quand on n'a pas de date butoir, c'est aussi compliqué pour le réclamer. Donc, sous réserve de l'adoption de cet amendement, je vous proposerai d'adopter ce rapport. Madame Christine Pouy. Oui, favorable avec ce sous-amendement, oui. D'accord. Monsieur Bernalicis. Je pensais qu'on pouvait quand même avoir dans les rapports annuels de performance ce niveau de détail. Pourquoi ce n'est pas plus intéressant de le demander au ministère, de demander un rapport supplémentaire? Je reprends votre argumentaire sur l'amendement précédent. Parce que à la fin, on n'y comprend plus rien. Il faut que ce soit dans les RAP. Il ne faut pas que ce soit dans les RAP. Il faut des rapports à côté. Quelle est la logique que vous poursuivez, Madame la rapporteure, pour rendre vos avis? Moi, je suis pour avoir un maximum d'infos. Donc ça me va très bien d'avoir un rapport en plus. Donc vous êtes pour. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour le sous-amendement? Ok, validé. Qui est pour l'amendement validé par amendé par le sous-amendement? Adopté. Très bien. On passe au 28, Monsieur Decini. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement s'inscrit et prolonge les recommandations du Haut Conseil des finances publiques au vu des difficultés de recrutement qui affectent la fonction publique et qui font peser un risque sur l'exécution du schéma d'emploi prévisionnel. Le Parlement aurait besoin de connaître les mesures que le gouvernement entend prendre pour pallier à ce risque. Tel est le sens de cet amendement. On voit qu'on manque cruellement de personnel et on aimerait savoir comment vous allez pallier à ce problème de recrutement, sachant que dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des métiers actuellement, les recrutements sont de plus en plus difficiles. Madame la rapporteure. Alors, Monsieur Decini, déjà, la remise du rapport de la promulgation de la loi ne me paraît pas forcément une solution pertinente. Ensuite, on a dans le rapport annexé déjà toute une batterie de nouvelles mesures qui est mise dedans pour justement rendre plus attractifs ces emplois, sans oublier au mois d'octobre de cette année une revalorisation pour les magistrats qui devrait aussi concourir à améliorer l'attractivité de ces métiers. Donc pour moi, c'est déjà couvert par le rapport annexé, ce que vous demandez, puisqu'il y a déjà les informations dedans. Et puis, bien entendu, vous pourrez demander plus d'éléments au garde des Sceaux en séance, mais en l'état actuel, je propose un retrait ou à défaut défavorable. Monsieur Decini. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Effectivement, il vous donnez quelques éléments, mais ce n'est pas simplement avec une meilleure attractivité qu'on va pouvoir simplement recruter rapidement des magistrats. Il y a aussi tout un tas de mesures à prendre. Il faut des formations, il faut les conditions de travail. On sait que c'est le premier point pour lesquels les candidats vont aller vers un poste ou un autre. Et en l'occurrence, si les conditions ne sont pas améliorées, s'il n'y a pas plus de cohérence dans le système judiciaire français aujourd'hui, je ne vois pas comment on va réussir à recruter de nouveaux magistrats. Je vous remercie. Monsieur Lozana.
Oui, il me semble, moi, que la réponse est justement dans le rapport annexé, parce que la multiplicité des recrutements, enfin des voies de recrutement, vont faire que d'abord, il y aura besoin d'une formation plus courte, puisque ce sont souvent des gens qui sont déjà dans la justice et qui sont travaillent avec les magistrats. Et ensuite, cela va permettre un vrai déroulement de carrière pour tous ces personnels-là qui étaient bloqués. Et ça participe à l'attractivité, parce que si on veut recruter un peu plus, il faut aussi que les métiers soient attractifs. Donc, quand on a une voie de recrutement dans laquelle on peut progresser, aller jusqu'à magistrat, je crois que c'est un facteur puissant aussi d'attractivité du métier. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Alors, on essaie de faire les 3 autres amendements suivants. 22, Madame Untermaier. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vais le défendre. Il s'agit d'ajouter un point au rapport annexé sur le rappel des délais moyens. Parce qu'en fait, le rapport de la mission d'information sur la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs a mis en évidence la réduction rapide des délais de jugement et l'accélération de la prise en charge des mineurs délinquants. Dans le cadre de la césure du procès pénal, ça nous semblait intéressant de l'ajouter dans le rapport annexé. Madame la rapporteure. Alors, effectivement, ces travaux sont issus, cet amendement, pardon, est issu des travaux menés par Madame Untermaier et Monsieur Terlier sur l'évaluation de la mise en œuvre du Code de justice pénale des mineurs. Vous avez bien entendu raison de rappeler que la réduction des jugements des mineurs à la suite de l'entrée en vigueur de l'adoption du Code de justice pénale des mineurs. Et donc, dans ce cas, cet ajout me semble effectivement bienvenu et j'y apporterai un avis favorable. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le suivant, le 15. Si, vous avez... Merci, Monsieur le Président. Toujours à propos de ce rapport de la mission d'information sur la mise en œuvre du Code de la justice pénale. Ah non, ça c'est le 22, pardon. On vient de l'adopter. Le 15. Excusez-moi. Oui. Cet amendement vise à demander au gouvernement de lancer une réflexion sur le métier et la fonction de greffier, et notamment de réfléchir à un positionnement à catégorie A. Madame la rapporteure. Alors, j'attire votre attention sur le fait que le comité des États généraux n'avait pas retenu cette proposition de requalifier les greffiers en catégorie A. Par contre, effectivement, ce rapport mettait en avant un écart de 13% s'agissant de la rémunération des greffiers avec les autres métiers de catégorie B de la fonction publique. Et donc, plusieurs mesures ont été prises pour les greffiers, avec une augmentation à venir de 21 millions d'euros pour 2022 et 7 millions d'euros en 2023, pour avoir une hausse de 12% en 3 ans et ainsi avoir le rattrapage avec les autres métiers de catégorie B. Et donc, bien entendu, ça c'est juste un rattrapage. Il y aura également, le ministre l'a annoncé, une négociation des grilles salariales en 2023. Donc, je vous propose de plutôt attendre l'évolution de ces discussions avant de poser un tel amendement. Donc, ça serait une demande de retrait ou à défaut défavorable. On va le retirer. OK. Passe au 23. Défendu. Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à préciser la formation des personnels de la PJJ qui devrait avoir une partie prise en charge de tous les mineurs et pas uniquement les MNA. Dans ce cadre, bien entendu, j'y apporte un avis favorable. OK, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Et du coup, on va quand même tenter le 55 de Mme Périgoulet. On s'arrête après. Alors c'est un peu dans le même contexte, c'est-à-dire pour avoir une meilleure prise en compte des droits de l'enfant par la justice, et notamment dans le cadre des multiples procédures qui sont en cours, je vous propose de bien inscrire le fait qu'il y aura des modules de formation à l'école de la magistrature sur l'intérêt supérieur des droits de l'enfant. Monsieur de Courson. OK, alors, qui est pour? Vous voulez qu'on essaye de passer le suivant, c'est ça, Charles? Alors allez-y, mais on a 1 minute. Pas pour plus. Bon, le premier, je vais vous présenter le 38 et le 39. Le 38, c'est demander pour l'outre-mer une augmentation des stages en outre-mer au sein de la formation initiale, parce qu'on a du mal à recruter, c'est vrai, en outre-mer. 22 stages en 2022 à l'ENM.
Et puis sur le 39, c'est une petite précision de dire aussi de s'occuper de la petite enfance, sur l'attractivité des métiers de la justice. Voilà, Petit enfant, je sais des enfants, tant des magistrats que des greffiers, enfin que tout le personnel. À vous, Perrine Goulet. Alors, Monsieur Le Courson, sur le premier amendement, pour moi, il est satisfait par l'alinéa 90 qui parle de faire toute une partie de la carrière dans un territoire ultramarin. Donc, on est bien dans ce que vous souhaitez faire. Donc, je vous propose de le retirer, sachant que, notamment pour votre information, 21 stages ont été proposés en Outre-mer sur l'année 2022 pour les auditeurs. Donc, l'Outre-mer n'est pas oublié. Et puis après, sur l'action sociale, je vous propose effectivement de regarder cette partie outre-mer un petit peu plus loin, parce que justement, je ne souhaiterais pas je vais vous proposer des amendements qui retirent des notions de prioriser Outre-mer, Île-de-France, métropole, pour qu'on ait bien cette action sociale partout sur le territoire et pas que dans certains territoires, parce qu'y compris dans les nôtres, on a aussi besoin de l'action sociale pour les magistrats. Donc je vous propose de retirer vos deux amendements. Retirer, c'est ça? Sur le 39, tout à fait d'accord, on le retire. Sur le 38, par contre, le 90 parle des parcours professionnels. Bon, est-ce que ça intègre ce qu'on fait à l'École nationale de la magistrature? Si vous me dites que oui, je le retire aussi. Oui, elle dit oui. Bon, alors les deux sont retirés. Elle a dit oui. Bon, alors très clairement, quand on est auditeur, on fait partie, c'est déjà le parcours professionnel, puisqu'on est déjà c'est comme les stagiaires dans la fonction publique, auditeurs, donc ça fait partie du parcours. Ok, on a fait 22 amendements, il en reste 23, on se retrouve à 17h30. Ah si, j'arrivais. Si, on l'a eu hier soir. Hier soir.